Il est 19 h, vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 25 novembre 2011. Bonsoir à tous. Le nucléaire qui s'installe dans la campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy, en visite dans la Drôme, fustige l'accord entre les socialistes et les Verts. Un retour à l'âge de la bougie, dit-il, une destruction de la filière. La gauche réagit très vivement. Le président ment, lâche le socialiste Jean-Marc Ayrault. Nouveau couac entre les écologistes et le Parti socialiste. Pierre Moscovici affirme qu'il n'est pas question que la France renonce à son droit de veto à l'ONU, comme le laisse supposer l'accord à gauche. Pour Eva Joly, il s'agit là d'un privilège dépassé. Et puis l'Égypte, qui s'apprête à voter dans un climat de haute tension. Le pays s'est doté aujourd'hui d'un nouveau Premier ministre sans calmer la colère des manifestants de la place Tahrir. En fin de journal, l'analyse de Marc-Olivier Padis, rédacteur en chef de la revue Esprit. Il a passé la frontière dans la matinée, destination finale Metzinger en Allemagne, où se trouve une zone de stockage nucléaire. Le train des déchets en provenance de La Hague aura droit à son arrivée à un comité d'accueil très impressionnant. 3000 antinucléaires venus de tout le pays attendent de pied ferme ce convoi, un convoi chargé de 28 barres de déchets vitrifiés, très hautement radioactifs. Et pendant ce temps, Nicolas Sarkozy était en visite au cœur de la filière nucléaire française, de la centrale du Tricastin dans la Drôme ou sur le chantier d'une nouvelle usine de retraitement nucléaire à Pierrelatte. Le chef de l'État a ouvert le feu contre l'accord passé entre le PS et les écologistes. Destruction, catastrophe, folie, les salves présidentielles furent ce matin sans nuance. L'intérêt supérieur de la France, à mes yeux, compte bien davantage que l'intérêt politique partisan de la droite ou de la gauche. Le nucléaire n'est ni de droite ni de gauche. Il est l'intérêt supérieur de la France. Comment considérer autrement la proposition de fermer 24 réacteurs et de s'interdire d'en construire de nouveaux, si ce n'est la destruction de la filière industrielle nucléaire française. Le chef de l'État a par ailleurs insisté sur les risques d'un mouvement massif de délocalisation en cas de mise en œuvre de l'accord. Première réaction à gauche, à la charge présidentielle. Nicolas Sarkozy ment, dit Jean-Marc Ayrault. Il est le président du déclin, a dit le président donc du groupe socialiste à l'Assemblée. On l'a compris, le dossier nucléaire risque d'être présent durablement maintenant pendant la campagne présidentielle qui s'ouvre. Si le monde politique se déchire sur cette question, l'opinion semble moins enflammée, ce que confirment les parlementaires du Sénat. Bérangère Dinglas. Ce qui préoccupe aujourd'hui les Français, c'est d'abord l'emploi et le pouvoir d'achat. D'après un récent sondage, les questions d'environnement arrivent loin derrière, en 10e place, et le nucléaire seulement en 13e position. Pour Gérard Miquel, pourtant passionné d'environnement depuis 20 ans, rien que de très logique. Et on a un grand nombre de nos concitoyens qui sont dans la précarité. C'est une situation qui n'est plus supportable et je comprends que quand on est dans ces situations de précarité, les problèmes d'environnement passent en second ou en troisième ou bien loin derrière les autres. On a d'abord besoin de manger, de se vêtir, de se loger et d'avoir des conditions de vie dignes. Et lorsque l'arrêt du nucléaire est évoqué, c'est le coût d'une telle mesure qui intéresse également nos concitoyens. Payer plus cher pour avoir de l'électricité censée être plus propre ne convainc pas vraiment. Nos concitoyens sont très attachés à la sûreté et la sécurité de l'approvisionnement, mais également au prix de l'approvisionnement. Il faut quand même rappeler que l'électricité pour le citoyen moyen est 2 fois plus élevée en Grande-Bretagne qu'en France. Et par conséquent, ça joue sur le pouvoir d'achat. Plus que l'enjeu environnemental, c'est celui de la filière qui est régulièrement cité. En Normandie, par exemple, c'est plus de 10 000 emplois qui seraient concernés. On est dans une situation gravissime de chômage. Dans les régions où le nucléaire et ses à côté font vivre plus d'1 million en tout cas de salariés, vous pensez bien que les gens qui sont là, ça leur hérisse le poil, hein, la façon dont les Verts traitent du problème. Tous reconnaissent en tout cas que le nucléaire devrait être l'objet d'un grand débat public. Les communistes réclament même un référendum sur la question. C'est une question de date qui fait tiquer Jean-Claude Gaudin, le patron des sénateurs UMP. Ce dernier, il a demandé à Jean-Pierre Bel de reporter à l'automne 2012 les états généraux de la démocratie locale, voulus, vous le savez, par le nouveau président du Sénat.
Ce dernier voudrait clore les travaux de ces rencontres avant l'élection présidentielle, ce qui, à l'évidence, ne convient pas à l'opposition sénatoriale. Cette dernière a indiqué que, dans ce cas, les élus du groupe UMP jetteraient l'éponge et ne participeraient pas à ces rencontres. Il tentait hier de faire bonne figure à l'occasion du mini-sommet européen de Strasbourg qui réunissait, vous l'avez vu sur notre antenne, dans la capitale alsacienne, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et le nouveau président du Conseil italien, Mario Monti. Et c'est ce dernier qui, aujourd'hui, a révélé que Paris et Berlin ont reconnu à cette occasion qu'un écroulement de l'Italie signifierait tout simplement la fin de l'euro. Des déclarations alarmistes qui coïncident avec la visite à Rome du commissaire européen des affaires économiques avant les experts du FMI et qui coïncident également avec une envolée historique des taux d'emprunt italiens. La fébrilité dans la zone euro attise en France les petites phrases. Celle du socialiste Jean-Marie Le Guen, comparant Nicolas Sarkozy à Édouard Daladier à Munich en 1938, a fait bondir Jean-François Copé. Des propos scandaleux pour le patron de l'UMP. Une insulte au chef de l'État, a-t-il dit. Le centre, objet en France de bien des convoitises, à 6 mois maintenant de la présidentielle. Et ils sont deux dans les starting blocks. François Bayrou, il s'est véritablement déclaré candidat hier soir. Hervé Morin le fera dimanche à Berville-sur-Mer. C'est en Normandie. Et pour la petite histoire, c'est de ce village, de cet endroit que Guillaume le Conquérant est parti arme à la main à la conquête de l'Angleterre. Bisbille donc au centre où chacun des prétendants se marque à la culotte. Mounir Soussi. Est-ce que vous avez décidé, Monsieur Bayrou, d'être candidat pour l'élection présidentielle de 2012 ? Oui. Dans la course à la présidentielle, Hervé Morin et François Bayrou calculent leur foulée. Depuis le retrait de Jean-Louis Borloo le 2 octobre dernier, chacun cherche à occuper l'espace en multipliant les annonces. Quelques heures seulement après le renoncement du chef du Parti radical, Hervé Morin réplique sur Internet et affiche sa détermination à être candidat. Une seule journée s'écoule avant que François Bayrou ne donne le change. Est-ce que c'est une certitude? Oui. Est-ce que vous dites ce soir, je serai candidat en 2012? Vous avez bien fait d'utiliser le futur. Oui, c'est une certitude. Le 9 novembre dernier, Hervé Morin réaffirmait ses intentions. J'annoncerai ma candidature à l'élection présidentielle au pied du pont de Normandie qui enjambe ce magnifique estuaire qu'est la Seine, là où j'ai mes racines. Deux candidatures pour le même espace politique. Pour ce proche de Jean-Louis Borloo, chacune à sa place. La candidature de François Bayrou n'est pas une surprise. C'est quelque chose d'attendu. François Bayrou ne vit que pour l'élection présidentielle. Celle d'Hervé Morin est tout aussi légitime. Il est à la tête d'une formation politique plus nombreuse que le MoDem de François Bayrou. Et s'il est soutenu par son parti, sa candidature peut être utile. Pour l'instant, François Bayrou a une longueur d'avance avec 8% d'intention de vote alors qu'Hervé Morin peine à dépasser 1%. Jean-Louis Borloo, discret ces derniers temps, revient dans la partie dimanche à la télévision, le jour où Hervé Morin lancera officiellement sa campagne. Hasard du calendrier ou calcul politique ? Oui, je vous précise que dimanche à partir de 11h sur les chaînes parlementaires, vous pourrez suivre la déclaration donc de candidature du président du nouveau centre, Hervé Morin. Bonsoir Stéphane Rosès, bonsoir. Président de CAP. Un petit oui, mais un oui ferme de la part de François Bayrou sur le plateau de Laurence Ferrari. Et voilà donc François Bayrou à nouveau sur orbite pour mener une campagne présidentielle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que François Bayrou a de la constance. C'est la 3e fois qu'il se présente pour une telle campagne. Oui, il a la constance qui fait qu'effectivement, ce n'est pas une surprise, c'est-à-dire que François Bayrou la sort d'une longue période, une sorte de désert où, regardant exclusivement la présidentielle, il aura peu à peu perdu tous ses soutiens après un très beau score, vous vous en souvenez, en 2007. Donc le sujet pour lui, c'est une nécessité de réenclencher le rapport avec le pays, car c'est ça sa difficulté, c'est que il ne doit pas donner le sentiment qu'il refait le match de 2007 et les Français ont avancé dans leur rapport au monde, à la société, à la nécessité, et donc il doit un
constamment réinventer un rapport au pays. Sinon, il risque d'être dans le syndrome Ségolène Royal. Les Français ne veulent pas retourner en arrière, ils veulent des solutions pour l'avenir. Donc l'obligation pour lui de faire une nouvelle campagne inédite, d'une certaine manière. Oui, une nouvelle campagne inédite, de renouer avec les Français, d'autant que son pari a échoué. Il pensait que Nicolas Sarkozy allait tout araser sur son passage et qu'il n'y aurait plus de parti socialiste et que c'est lui qui récupérait, après son très beau score de la présidentielle, les débris du socialisme. Tel n'est pas le cas et en plus de ça, c'est pas Martine Aubry, le candidat du Parti socialiste, c'est François Hollande qui a un positionnement un peu plus central. Donc François Bayrou va sans doute renouer avec le pays, mais il devra le faire à partir d'autres types de fondamentaux que le seul refus de Nicolas Sarkozy. Alors il n'est pas seul évidemment, François Bayrou. On a évoqué bien sûr Hervé Morin qui va se déclarer candidat donc dimanche prochain en Normandie. Et puis il y a Jean-Louis Borloo qui n'est pas candidat, on le sait, mais qui entend bien quelque part jouer sa petite musique centriste personnelle. Est-ce que l'opinion finalement peut se retrouver dans ce marigot centriste aujourd'hui? C'est d'autant plus compliqué que finalement le retrait de Jean-Louis Borloo vient aussi du fait que Nicolas Sarkozy lui-même a abandonné l'orientation qui était très droitière jusqu'à l'affaire DSK, qui était discours de Grenoble, débat islam-laïcité, refus du front républicain. Cette orientation de l'époque très droitière avait creusé un véritable fossé entre les centristes de la majorité et Nicolas Sarkozy. Ce fossé se résorbe et donc du coup l'espace du centre droit assumé, celui d'Hervé Morin, est un espace qui du coup lui aussi se restreint. Ça va être très compliqué pour Hervé Morin de se maintenir, d'où on entendait la prudence de Dominique Paillet sur cet espace central. On voit que Bayrou revient un peu plus à droite, ça limite encore plus l'espace d'Hervé Morin. Ça va être compliqué, le centre pour exister doit se rassembler autour d'un candidat. Encore faut-il qu'il ait un positionnement pas trop à gauche. Alors, la question que nous avons posée à nos amis internautes, notre partenaire, le nouvelobs.com va vous intéresser, Stéphane. 2 candidatures au centre sont-elles nécessaires? Eh bien, vous êtes une petite minorité, 28% simplement, à répondre oui à cette question. Merci Stéphane, à la semaine prochaine. L'actualité politique s'est concentrée également cette semaine au Sénat, en marge d'une discussion budgétaire dans laquelle la majorité taille en pièces le projet de budget du gouvernement. Eh bien, Jean-Pierre Bel a dessiné, pas plus tard qu'hier, les contours du nouveau Sénat qu'il préside. Un Sénat plus modeste et plus transparent. On l'écoute, Jean-Pierre Bel. Je souhaite que nous puissions aller vers un Sénat plus modeste et un Sénat plus transparent. Nous voterons un budget en baisse de 3%, c'est-à-dire que les dotations de l'État qui contribuent au budget du Sénat baisseront de 3%. Bonsoir Delphine Girard. Bonsoir Pierre. Alors vous avez écouté bien sûr les déclarations du président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Un Sénat un peu plus austère, en tout cas qui dépensera moins. Il dépensera 15,5 millions d'euros de moins. C'est beaucoup, il va falloir les trouver, Delphine. Oui, et pour Jean-Pierre Bel, eh bien, il n'y a pas de miracle pour assurer cette sobriété plutôt de mise en ces temps de rigueur budgétaire. Le président du Sénat demande des efforts significatifs à tous les services. Arrêt des travaux d'investissement jugés non indispensables, baisse des dépenses de communication pour 275 000 euros et surtout diminution des déplacements des sénateurs qui seront limités à 2 par an par parlementaire dans le cadre des groupes d'amitié. Voilà pour un Sénat plus modeste. Et en ce qui concerne la transparence, Pierre-Henri, eh bien Jean-Pierre Bel a souhaité faire taire ce qu'il a qualifié de fantasme. Non, il n'y a pas de cagnotte cachée au Sénat. En revanche, en ce qui concerne la réserve parlementaire, vous savez, c'est ce montant de 58 millions d'euros qui auparavant était partagé entre le président du Sénat, le président de la Commission des finances et le rapporteur général du budget. Jean-Pierre Bel a plaidé pour une répartition à la proportionnelle de cette réserve parlementaire. Alors je l'ai dit, il s'agissait d'une conférence de presse, donc il y avait des échanges avec les journalistes, des questions, des réponses. Et à une des questions posées, eh bien, le président du Sénat s'est dit favorable au vote des étrangers aux élections locales. Quelques jours avant, Nicolas Sarkozy s'y était opposé. C'était même la veille, hein, Pierre-Henri, oui, et on peut dire que le président de la République a coupé l'herbe sous le pied des sénateurs socialistes qui ont inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour de la séance du jeudi 8 décembre prochain. Alors devant près de 3000 maires, vous l'avez évoqué Pierre-Henri, Nicolas Sarkozy a qualifié cette proposition
proposition de loi hasardeuse. Réponse de Jean-Pierre Bel, c'est le président de la République qui, lui, a des positions changeantes. Il faut rappeler qu'en 2001, dans son livre Libre, Nicolas Sarkozy s'était déclaré partisan, sous condition de réciprocité, d'un vote des immigrés hors Union européenne en France aux élections locales. Alors le débat s'annonce particulièrement houleux en séance, car il faut rappeler que cette proposition est défendue depuis longtemps par la gauche. Elle faisait partie des 110 propositions défendues par François Mitterrand à la présidentielle de 1981. Oui. En 2000, l'Assemblée nationale avait adopté cette proposition de loi. Elle n'avait jamais été inscrite à l'ordre du jour d'un Sénat à majorité de droite. Les socialistes auront donc à cœur d'en débattre jusqu'au bout. Donc ça sera fait très bientôt, Delphine. Et puis cette affaire qui est arrivée cet après-midi à la Commission des affaires étrangères du Sénat, qui a annulé une grande partie des crédits alloués aux drones franco-israéliens. Vous savez, ces drones, c'est ces avions miniatures de surveillance ou d'attaque. Un drone développé par la société Dassault. Incontestablement, c'est une affaire qui va faire grand bruit dans les jours qui viennent. Oui, puisque la mission budget défense sera examinée au Sénat ce lundi. Merci beaucoup, Delphine Girard. À l'étranger, on vote au Maroc. Des élections législatives depuis l'adoption des réformes constitutionnelles qui, vous le savez, rééquilibrent au Maroc les pouvoirs. Deux inconnus dans ces élections, la probable poussée des islamistes modérés et le taux d'abstention. Alors nous sommes sur place en direct avec le sénateur du Val-de-Marne, Christian Cambon, président entre autres du groupe d'amitié France-Maroc. Vous vous trouvez, Christian Cambon, à Casablanca. Alors, comment se déroule ce scrutin inédit au Maroc? Eh bien, ce que j'ai pu constater depuis le début du scrutin, c'est un scrutin qui se déroule dans de bonnes conditions sur le plan de la forme, oui. Et avec une affluence assez conséquente. On est à l'instant où je vous parle à un peu plus de 40% de fréquentation, ce qui est bon par rapport aux autres scrutins. J'ai été aussi frappé car j'ai tenu à aller au-delà de Casablanca, à une quarantaine de kilomètres, à Mohamedia, dans une ville moyenne. Oui. J'ai vu beaucoup de sérieux, j'ai vu des procédures qui sont vraiment très, très strictes et très respectueuses de cette élection, et beaucoup d'intérêt de la part de la population. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, des jeunes aussi. Ça dégage une bonne impression, en tous les cas, de l'intérêt que la population porte à ce scrutin. Alors, dans quel esprit se déroule ce scrutin? Est-ce que vous sentez dans l'air marocain un petit souffle de ce printemps arabe dont on parlera très, très bientôt sur le plateau? Oui, alors évidemment, le printemps arabe vécu ici au Maroc, vous savez, c'est très différent de ce que l'on vit en Tunisie et en Égypte. Nous avons des échanges nombreux avec nos amis du groupe Maroc-France du Sénat marocain et avec notre ami Atmoun sur le sujet. Oui. Et on a l'occasion de faire des analyses précises sur cela. Vous savez que le roi a en fait très largement anticipé ce printemps marocain en lançant une vaste réforme constitutionnelle. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Enfin, en tous les cas, c'est cette consultation dont va sortir le leader, puisque le parti qui arrivera en tête offrira en quelque sorte le nom du Premier ministre qui gouvernera le Maroc. Merci beaucoup, Christian Cambon, d'avoir été avec nous. Vous étiez en direct de Casablanca. L'Égypte a un nouveau Premier ministre, Kamal El Ganzouri. Il avait été le chef du gouvernement sous l'ère Moubarak, une personnalité qui, à l'évidence, ne convainc guère les dizaines de milliers de manifestants rassemblés au Caire pour réclamer le départ du pouvoir militaire. Rappelons que l'Égypte s'apprête à voter dès lundi dans un climat, on l'imagine, extrêmement tendu. Aurélien Romano. Ce vendredi de la dernière chance s'est déroulé sans heurts majeurs sur la place Tahrir. Un calme précaire, la colère des manifestants est grande contre le maréchal Tantawi et le conseil militaire au pouvoir depuis la chute de Moubarak. Mais une ambiance qui tranche néanmoins avec la violence des derniers jours, 41 morts et 3000 blessés en une semaine. Des événements risqués aussi pour les journalistes. Une confrère de France 3 a été agressée sexuellement hier par des hommes en civil. Ce vendredi de la dernière chance a été aussi celui des annonces fortes et des soutiens de poids. Le grand imam d'Al-Azhar est sorti de son habituelle retenue pour soutenir les manifestants qui ont aussi reçu la visite de Mohamed El Baradei, opposant notoire et candidat déclaré à la présidentielle. Le Conseil de l'armée a nommé aussi un nouveau Premier ministre en la personne de Kamel El Ganzouri. Il a déjà occupé ce poste entre 1996 et 1999. Pourtant, cette nomination n'est pas très bien accueillie.
En fin de journée, des manifestants bloquaient l'entrée du siège du gouvernement avec des slogans hostiles aux militaires. Lundi doivent débuter les élections législatives, les premières depuis la chute du dictateur. Pour de nombreux manifestants, les conditions ne sont pas réunies pour la tenue normale de ce scrutin. Voilà, sur notre plateau nous a rejoint Marc-Olivier Padis, le rédacteur en chef de la revue Esprit. Merci beaucoup d'être avec nous. La dernière livraison de votre revue Esprit, celle de décembre, est largement consacrée à l'histoire de ces printemps arabes. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne dit plus printemps arabe, on parle plutôt d'automne en parlant de ces révolutions. Est-ce à dire le degré d'instabilité et d'incertitude qui entoure ces mouvements, sinon révolutionnaires, en tout cas populaires? On peut parler, le fait de passer de printemps à automne, ça évoque une vague, c'est-à-dire le fait qu'il y a des étapes successives. Et ce qui est difficile à saisir dans les événements, c'est qu'ils sont à la fois, on sent qu'il y a une sorte d'unité, de continuum, et en même temps des situations nationales extrêmement diverses, entre la Tunisie qui a déjà connu ses élections constitutionnelles, l'Égypte et la Syrie où on est encore en pleine violence. Donc c'est très difficile de tenir les deux sentiments en même temps. Ouais. Pour vous, les situations ne sont pas comparables entre ce qui se passe au Maroc, on l'a vu, entre ce qui se passe en ce moment même, place Tahrir en Égypte ou encore en Tunisie, par exemple. Elles sont très différentes d'un point de vue politique, et en même temps, il y a une communication d'un pays à l'autre. On a vu un effet de contagion, véritablement, avec des échanges. On sait que en Égypte, ils se sont inspirés de recommandations de manifestants tunisiens qui leur expliquaient comment faire, et il y a aussi des contacts avec la Syrie. Et puis, il y a la communication internationale par Internet. Il y a Al Jazeera qui unifie un peu, du point de vue de l'information, tout cet espace. Donc, il y a vraiment les deux éléments en même temps. Avec quels yeux regardent aujourd'hui les Occidentaux que nous sommes ces révolutions arabes? Est-ce qu'on a finalement une vision réelle et précise de ce qui se passe sur place? Je pense qu'il y a une double incompréhension des événements. C'est-à-dire qu'on s'est dit dans un premier temps, ces révolutions arabes, c'est un moment de modernisation de ces pays. Et incontestablement, il y a dans les revendications des jeunes et des classes moyennes, ou même des classes populaires, des éléments de revendication moderne sur le niveau de vie, le refus de l'arbitraire, l'accès à la communication. Pour autant, on ne vit pas, du point de vue politique, une modernisation au sens où nous l'entendons en Europe, notamment sur la question de la sécularisation qui est si importante là-bas. Donc on n'est pas dans des pays qui sont en train d'abandonner la référence à l'islam et de rejoindre dans ce sens-là un monde moderne, sécularisé, qui aurait complètement abandonné les valeurs du passé. Mais la deuxième incompréhension, c'est qu'on n'assiste pas non plus à un triomphe de l'islam politique contre les mouvements, les régimes autoritaires, puisque depuis 10 ans, et bien avant, mais disons dans les 10 dernières années, s'était cristallisée une opposition extrêmement dure entre les régimes autoritaires et des oppositions islamistes. Les régimes autoritaires disant à l'Occident nous sommes là comme un barrage contre la vague verte. Et donc ce n'est pas à ça non plus qu'on assiste d'un point de vue politique, c'est-à-dire on a affaire à des sociétés où l'islam joue de toute évidence un rôle très important, et pourtant l'islam politique se trouve dans une situation complètement nouvelle et inédite. Est-ce que les peuples tunisiens, les peuples égyptiens, on a vu des images tout à l'heure, ont une vision particulière de ce qu'on appelle la démocratie telle que nous, on peut l'entendre, nos vieux pays occidentaux démocratiques depuis bien des siècles aujourd'hui, ou des années en tout cas? Là aussi, alors c'est les élections qui nous permettent de comprendre un peu mieux en fait ce qui se passe. Moi je ne serais pas complètement relativiste en disant ils ont une autre conception de la démocratie. On verra ce qui sort du processus constitutionnel en Tunisie. Je pense qu'ils arriveront à une constitution très très proche de celle de nos régimes. Mais c'est vrai que les gens qui manifestent aujourd'hui en Égypte manifestent contre l'arbitraire. Ils manifestent contre la misère, contre la corruption, contre
contre la mainmise de l'armée. Est-ce qu'il manifeste pour la démocratie et les droits de l'homme au sens où nous l'entendons? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, on s'aperçoit très précisément qu'en Égypte, c'est très difficile de sortir d'années et d'années et d'années de dictature avec une puissance politique, une chape de plomb, avec une armée extrêmement puissante. C'est très compliqué, c'est très lourd. Ce que découvrent quand même les Égyptiens, en tout état de cause, c'est la diversité politique. Parce que dans les élections qui auront lieu, il y a une diversité de partis. En Tunisie, il y avait une diversité énorme de partis, au Maroc aussi. Et cette diversité, en elle-même, elle change les choses. Parce que même les frères musulmans en Égypte, qui ont décidé de jouer le jeu électoral, se retrouvent un parmi d'autres, même s'ils peuvent être en tête de scrutin, on ne sait pas, on verra. Mais ils acceptent d'être un parmi d'autres. Et ça concerne déjà énormément de choses. Merci beaucoup Marc-Olivier Padis d'être venu ce soir chez nous. Je recommande bien sûr le dernier numéro de la revue Esprit concernant ces révolutions et ce printemps, sinon cet automne des révolutions arabes. C'est la fin de cette édition. À suivre, un focus autour de la sénatrice Josette Durieux. Je vous souhaite un excellent week-end à vous tous. Merci. Dans la vallée de la Neste, la sénatrice socialiste Josette Durieux a porté le projet Nestploria, un parcours virtuel qui vient compléter la visite des grottes de Gargas, sanctuaire de peinture rupestre vieille de 27 000 ans. C'est formidable, c'est vrai que par moments c'est stalactite, on dirait des personnages. Ici on est dans la galerie inférieure, c'est-à-dire dans la zone qui est la plus riche en art préhistorique. Vous avez là les 3 mains rouges qui sont les mains de la découverte, les premières que Félix Regnault a vues le 11 juin 1906. Ben, ils sont tous incomplets. C'est-à-dire que le pouce est complet, le pouce est entier, et puis l'index, le majeur et l'annulaire sont incomplets. Si on regarde attentivement, la main qui est à droite ici, l'auriculaire, lui, est entier. Et sur celle-ci aussi. Et les interprétations que l'on propose ont varié dans le temps, mutilation rituelle, mutilation pathologique ou langage gestuel, qui est l'hypothèse privilégiée par les préhistoriens. Je sens, si vous voulez, une traduction de ce que je vais appeler l'éternité. Parce que c'est la main, c'est le maillon, c'est la chaîne. Ils étaient là, j'y suis. Je ne sais pas si vous voulez ce qu'il y a dans l'au-delà. Il y a une réalité ici d'êtres humains qui se succèdent dans le temps. Et il y a cette continuité. Cette paroi virtuelle, a priori, doit nous mettre dans l'ambiance d'hommes et de femmes de cette période. Ce qu'on propose aux visiteurs, c'est de prendre le temps de découvrir les mains. Quand il est dans une visite touristique, il est contraint par le temps, il est contraint par le guide, tout doit se faire très vite et il passe très peu de temps dans la grotte. Il fallait partir de quelque chose que nous avions, de quelque chose que nous voulions. Je pensais que le thème des grottes était un bon thème. Et j'ai pensé tout de suite à mettre côte à côte numérique et préhistorique. Aujourd'hui, vraiment, c'est, je crois, la consécration de ce qu'on est capable de faire dans un espace comme le nôtre, petit, isolé, mais ambitieux. On veut que ceux qui viendront sur cet espace de vallée millénaire aient envie d'abord d'aller dans les grottes, puis ensuite de venir ici, comprendre, réfléchir, parler, échanger. Tout cela ressemble quand même à de l'art. Alors, oui, pour nous, il l'était, artiste. Qu'est-ce que j'ai devant moi? J'ai à accomplir ma tâche, la tâche pour laquelle les Français m'ont élu.
Assailli par la maladie, terriblement affaibli, à quoi pensait François Mitterrand lors des dernières années de sa vie? À la mort, bien sûr. À ses amis disparus, aux livres, l'une des grandes passions de sa vie, à ses racines et aux lieux qui ont marqué son existence de Jarnac à Château-Thierry. Mitterrand à bout portant, un portrait intimiste de l'ancien président, demain à 22h sur Public Sénat. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 7e saison d'Un monde de bulles. Cette année, sans tabou, sans peur et sans reproche, on vous propose toute l'actualité du 9e art et des arts graphiques à travers évidemment les séries, mais aussi les auteurs, quels qu'ils soient, les blockbusters et les séries plus intimistes. On va vous faire découvrir ce 9e art tellement réputé et reconnu en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier. Un monde de bulles, l'émission consacrée au 9e art. Ce soir à 23h sur Public Sénat.